Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Premières estimations des élections en Corse, près de 60% de participation. La droite arrivera en tête, suivie de la gauche plurielle. Les nationalistes enregistreraient une belle avancée. Ouverture demain de la deuxième phase des négociations pour la paix au Kosovo. Le chef de la délégation serbe réaffirme que Belgrade s'oppose toujours à l'envoi de troupes de l'OTAN. Hubert Védrine se dit pessimiste. Semaine décisive pour Edith Cresson et la Commission européenne avec la publication demain du rapport qui devrait faire la lumière sur les accusations de détournement et d'emploi fictif. Un dimanche gratuit dans les musées français, record d'affluence pour cette opération baptisée le Printemps des musées, 10 à 20 fois plus de fréquentation dans les établissements en province. En Corse, les bureaux de vote ont fermé il y a maintenant 2 heures. Pour ce deuxième tour de scrutin, les électeurs se sont davantage mobilisés puisque le taux de participation approche les 60%. D'après les premières estimations, la droite serait en tête, suivie par la gauche plurielle. Les nationalistes qui s'étaient démarqués au premier tour font une belle percée. Mais revenons sur le déroulement de cette élection qui devait tout faire pour éviter la fraude. Pari qui n'aurait pas été tenu. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Voici un électeur vexé qui aujourd'hui refuse de passer la grille du bureau de vote pour une raison toute simple. Dimanche, je voulais voter dimanche. Comme les gens demandent la carte d'identité, que les anciens l'amènent, ils ne m'ont pas laissé voter. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vote pas. Pour les 2 tours des élections territoriales, la consigne était stricte. Impossible de voter avec une carte d'identité périmée. Par contre, un permis de conduire suffit, quelle que soit la date de délivrance. Voilà Madame Thomas qui, elle, a l'avantage de conduire une voiture. Enfin, si elle me permet, sa carte de permis de conduire remonte à 52. Peut voter. Madame Thomas aurait présenté la semaine dernière une carte qui avait dit d'identité de 10 ans. Elle ne votait pas. Alors, aujourd'hui, pour éviter la colère et la déception des électeurs, plusieurs présidents de bureaux de vote ont tout simplement décidé de ne pas appliquer l'arrêté ministériel. Quand vous êtes du pays, que vous connaissez tout le monde, c'est un peu gênant de dire à une personne âgée, vous ne pouvez pas voter parce que votre carte est périmée. Donc elle vote. Donc elle vote. Aujourd'hui, elles ont voté. Après les fraudes de l'an dernier, la préfecture voulait des élections territoriales exemplaires. Mais la réglementation n'a pas été totalement respectée. Conséquence, les petites listes exclues au premier tour pourraient maintenant porter plainte. En direct d'Ajaccio, nous rejoignons Arnaud Boutet. Le scrutin s'annonçait, bonsoir, plus qu'incertain, avec semble-t-il le recul des listes traditionnelles de droite et de gauche. Apparemment, le choix des urnes en a décidé autrement. Oui, alors tout d'abord, la première leçon, c'est à retenir, c'est la participation. Elle est en hausse à peu près de 10 points par rapport à la semaine dernière. Donc les Corses sont sortis, ils ont voté cette fois-ci, alors qu'ils s'étaient abstenus très fortement dimanche dernier. Cela concerne à peu près une estimation sur 60% des votants. Sinon, eh bien, il n'y a pas grand-chose de changé. La liste de droite de Jean Badjon et José Rossi arrive certes en tête avec 27%, mais elle est légèrement en baisse par rapport à l'an dernier. Elle n'obtient pas la majorité absolue. Concernant la liste de la gauche plurielle d'Émile Zuccarelli, elle perd un certain nombre de points et devrait être créditée à peu près de 12 sièges. C'est un recul qui pourrait être mis sur la sanction de la politique du gouvernement et notamment le retour à l'état de droit qui ici suscite énormément de polémiques. Alors le troisième enseignement de cette élection, de ce deuxième tour, c'est la confirmation de la percée des nationalistes de Corsica Nationale qui était la seule liste nationaliste en lice pour le second tour et qui obtiendrait 17% des voix, c'est-à-dire à peu près 8 sièges à l'Assemblée. Il n'en avait que 5 jusqu'à présent et ils deviennent tout simplement des acteurs incontournables de la nouvelle Assemblée territoriale. Merci Arnaud Boutet. Après les attentats meurtriers survenus hier au nord du Kosovo, les tirs d'artillerie continuaient de se faire entendre cet après-midi dans le centre de la province. Sur place, les 2 communautés que tout désormais sépare ont en commun l'espoir fragile d'un compromis et la peur que les négociations échouent. Sur place, Anne Pensinet, Gilles Jacquier. C'était vendredi. Ils étaient nombreux à regarder ainsi tomber les maisons, une par une, sur les flancs de ces collines au nord du Kosovo. Réfugiés dans la plaine, ils n'ont pas pu rentrer chez eux pendant une semaine, qu'ont duré les bombardements. J'étais en train de regarder la maison de mon voisin qui brûle. La mienne, je ne pouvais pas la voir. Elle était cachée un peu plus bas. C'est seulement aujourd'hui que les tirs se sont calmés. Mais ce matin, personne n'osait encore s'aventurer dans ce village de Mijalić pour voir les dégâts de plus près.
La zone est interdite. C'est l'armée serbe qui s'est installée ici à la recherche des séparatistes albanais de Lučeka. Il y a des habitants par ici? Ici, il n'y a pas d'habitants, il n'y a que des terroristes. Les combats ont fait fuir les habitants de Mijalić. Ils font aussi monter la tension dans le village voisin entre Albanais et Serbes qui vivent ici ensemble, les uns à côté des autres, vaille que vaille. Ici, il y a 147 familles d'Albanais. Et nous, les Serbes, on est 10 familles. Jusqu'à présent, on vivait ensemble, comme des voisins. Mais demain, après-demain, je ne sais pas. Il n'en dira pas plus. Sa femme intervient, terrorisée de voir son mari nous parler. À 10 contre 147, les Serbes se sentent assiégés. Ils ont peur. Dans la maison d'à côté, le voisin albanais reconnaît lui aussi que jusqu'à présent, les relations entre les deux communautés sont correctes. Mais pour combien de temps avec la guerre si proche? Selon lui, les Albanais auraient déjà dû signer le préaccord de Rambouillet. Il espère qu'une force de paix pourra venir au Kosovo, stopper l'escalade militaire. Cette force de l'OTAN, ce serait bien. Parce que la population, maintenant, elle ne peut avoir confiance en personne ici pour la protéger. Alors cette force, elle pourrait venir se mettre entre les deux camps, comme en Bosnie. Tout le monde n'a pas intérêt à ce que la population du Kosovo croie en ce processus de paix. Une anecdote significative, l'OSCE, qui est chargé ici de promouvoir ce plan, avait édité ce tract en 3 langues pour en donner les grandes lignes. Eh bien, ce tract a été falsifié par des gens qui l'ont distribué pour induire la population en erreur et discréditer ainsi le processus entamé à Rambouillet. C'est donc demain que reprendront à Paris les pourparlers de la paix au Kosovo, une réunion de la dernière chance. Les parrains qui encadrent cette négociation ne cachent pas leur scepticisme, alors que des combats ont, je vous l'ai dit, continué d'opposer aujourd'hui même forces serbes et séparatistes albanais. Jean-Marc Elouz. Encore quelques réglages lumière et quelques coups de marteau, mais à la veille de la reprise demain, avenue Kléber à Paris, des négociations de paix du Kosovo, l'optimisme n'est pas vraiment de rigueur. Un seul hôtel pour tous, négociateurs européens, américains et russes, et les ennemis irréductibles serbes et kosovars d'origine albanaise. Ce soir, c'est par la voix du modéré Ibrahim Rugova que les séparatistes albanais font dire qu'ils sont prêts à signer. Oui, mais à condition que leur chef militaire soit aussi sur cette longueur d'onde-là. Voici le président serbe, M. Milutinović, le bras droit du maître de la Serbie, M. Milosevic. Officiellement, il ne vient pas négocier, mais jouer les recours. L'accord? Quel accord? Ben, ça dépend duquel. Message, les Serbes ne sont pas pressés. Oui, mais pourtant, ce soir, à l'ambassade de Yougoslavie à Paris, dans la bouche du chef en titre de la délégation serbe, toujours un nom à l'OTAN, certes, mais avec une petite ouverture. Écoutez bien. Ainsi, si l'OTAN entre en Serbie sans invitation, il sera rencontré comme un agresseur, comme un ennemi, comme tout autre ennemi. L'expression « sans invitation » suggère que sous certaines conditions à négocier, ces forces de l'OTAN, ici en Macédoine, pourraient être finalement acceptées au Kosovo. Mais pour cela, il faudra que l'armée de libération du Kosovo accepte de signer à Paris et que pour la partie serbe, la menace d'une intervention de l'OTAN devienne ainsi inéluctable. Pendant ce temps-là, sur le terrain, assassinats de policiers serbes et bombardements de représailles sur les villages kosovars continuent. En un an, le conflit a fait plus de 2000 morts et de 150 000 personnes déplacées. La privatisation annoncée du Crédit Lyonnais, le décret est paru ce matin au journal officiel. Après des pertes vertigineuses et au terme d'un feuilleton nourri de déboires financiers, d'ambitions mal contenues et d'erreurs accumulées, le Crédit Lyonnais devrait avant l'été trouver acquéreur. C'est la fin d'un processus démarré en 1995 sous l'impulsion de Bruxelles. Le rappel des faits, Laurent Bailly. Une décennie de présidents trop ambitieux, une succession d'investissements hasardeux dans l'immobilier bien sûr, mais aussi dans le cinéma, avec le rachat catastrophique en termes financiers de la célèbre Metro Goldwyn Mayer. Un incendie suspect, 120 milliards de pertes au minimum, le feuilleton politico-juridico-financier du Crédit Lyonnais touche à sa fin, du moins en tant que banque publique. Pour le vendre, l'État doit terminer le cahier des charges réservé aux futurs noyaux durs d'actionnaires. Puis Bruxelles donnera son aval au montage, ainsi que les syndicats. Ensuite, la commission des participations et transferts, ex-commission de privatisation, donnera son feu vert et l'appel d'offres sera lancé. Enfin, l'offre publique de vente pourra démarrer en bourse avant juillet.
À la fin de l'opération, l'État gardera 10% du capital, les salariés 5%, le public 52% et le dernier tiers ira au groupement d'actionnaires partenaires, le fameux noyau dur. Toutes les grandes banques en convoitent la part du lion, mais les principales intéressées, la BNP, la Société Générale, Paribas, sont actuellement plongées dans un gigantesque mécano financier. Les énergies étant mobilisées de ce côté, d'autres larrons, le Crédit Agricole ou l'allemand Allianz par exemple, pourraient en profiter pour signer un gros chèque et devenir demain les plus importants actionnaires du Crédit Lyonnais. Demain, lundi 15 mars, la fin de la trêve hivernale des expulsions. En 1997, on comptait par exemple près de 100 000 jugements d'expulsion, mais la loi anti-exclusion, mise en place il y a moins d'un an, devrait en réduire le chiffre, puisque désormais il existe des délais allant de 2 à 5 mois pour permettre au préfet de faire des enquêtes sociales. Dominique Barouche, Bruno Livertou. Fernand Daned ne voit pas les premiers rayons de soleil comme l'annonce des beaux jours. Pour cet handicapé à 80%, RMiste, le printemps est d'abord synonyme d'expulsion. Et moi, si je suis expulsé, c'est que voilà, je suis dehors, hein, je suis invalide, et pour l'instant je suis au chômage. Et à mon âge, 50 ans pour trouver travail, c'est très difficile. Plusieurs handicaps, et c'est pas évident. Sa faute, être logé par sa sœur qui paye son loyer pour lui éviter la rue. Du coup, le bail n'est pas à son nom. En fait, tous les locataires de ces appartements dans le 15e arrondissement de Paris sont menacés d'expulsion. Un marchand de biens vient de racheter leur immeuble. Libérer les logements lui permet de doubler le prix du mètre carré. Contre la spéculation, les locataires sont mal armés. Payer un avocat, que ce soit même une somme très raisonnable, parce qu'il y a une notion de groupe, pour certains c'est dramatique parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ici, au contraire, on squatte. Laurent Rémy et ses 40 voisins occupent de force un immeuble de la mairie de Paris dans le 18e arrondissement. En 1996, le tribunal leur avait donné raison contre le propriétaire, jugé fautif d'avoir laissé l'immeuble vide. Arrêt cassé en appel l'année suivante, le juge ordonne l'expulsion malgré les offres des squatteurs. Nous avons proposé de payer un loyer correspondant à un maximum de 30% de nos revenus. Et la mairie de Paris a complètement refusé. Mise en place d'un service téléphonique, manifestation, l'association Droit au logement s'active à l'arrivée du 15 mars. Il y a urgence, 100 000 foyers risquent d'être expulsés cette année. La loi anti-exclusion de 1998 devrait réduire ce chiffre à l'avenir, mais elle ne s'applique pas aux jugements d'expulsion déjà prononcés. On sait qu'il y a plusieurs milliers de familles qui vont être expulsées, qui ne l'auraient pas été si la loi avait été applicable plus tôt. En attendant, dès lundi recommence l'attente, des commandements d'huissiers dans les boîtes aux lettres ou des cartes de CRS en bas de l'immeuble. Une semaine déterminante pour Edith Cresson et peut-être même pour la Commission européenne dans son ensemble, puisque c'est demain que le rapport entrepris par des experts indépendants devrait faire toute la lumière sur les mises en accusation pour détournement et emploi de complaisance. C'est tout l'édifice conduit par Jacques Santerre qui pourrait vaciller, avec en jeu au premier plan le sort d'Edith Cresson. Olivier Gazi, Frédéric Pasquette. Tout a commencé il y a 8 mois. Jean-Nicolas, journaliste belge à la Meuse, découvre alors certaines pratiques exercées dans les services du commissaire européen, Edith Cresson. Au départ, une petite affaire de favoritisme qui va rapidement ébranler l'édifice entier de la commission. Je constate que ce que j'ai découvert au début n'était rien à côté des découvertes que j'ai pu faire dans les mois suivants et qui prouvent que non seulement Mme Cresson a une culture politique et de relations personnelles très spécial et moralement, à mon avis, répréhensible, mais c'est que ce système s'est installé dans tous les rouages de la Commission européenne. Ce qu'il découvre au début, c'est une plainte déposée au Luxembourg contre cet homme, Claude Péry. Businessman d'un genre très particulier, il a vite compris que pour faire des affaires avec la Commission européenne, il fallait savoir faire plaisir à ses membres influents. Ainsi engagera-t-il entre autres René Berthelot, un ami personnel d'Edith Cresson. Berthelot s'est présenté à moi par l'intermédiaire d'une personne et il m'a dit voilà, moi je suis très proche de Madame Cresson et à la limite, si vous m'embauchez comme un peu apporteur d'affaires. Et il m'a fait, comment on peut dire, mariner ou entrevoir des choses. Mais le fait qu'elle ait été au courant, oui. C'est évident, puisque
Je l'ai rencontrée quand même plusieurs fois, j'ai dîné chez elle, en privé, donc elle ne peut pas ne pas le reconnaître. Dans l'affaire Berthelot, les soupçons de favoritisme n'ont pas été prouvés. En revanche, d'autres enquêtes révèlent de graves irrégularités concernant la gestion du programme Leonardo, un programme de formation des jeunes. Agacés, les députés européens exigent des explications. Édith Cresson s'enlise. Le 5 janvier, j'ai apporté déjà des clarifications à la Commission des affaires sociales et je viendrai demain à nouveau. Écoutez, si ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas me poser de questions. Hein. Alors, Intéressés, les députés le sont. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas convaincus par les réponses du commissaire français. Madame Cresson a-t-elle menti au Parlement? C'est un terme très dur. Je le reconnais, c'est un terme très dur. Mais est-ce qu'elle a menti? En tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas dit la vérité. Les reproches viennent aussi de la Cour des comptes. Les enquêteurs chargés du dossier Cresson dénoncent son manque de collaboration. Madame Cresson, on peut dire qu'elle bétonnait, parce qu'elle ne laissait plus rien venir de la Cour des comptes à l'intérieur de ses services. Et même devant le président Jacques Santer, Jacques Santer me disait, est-ce que tu as des problèmes avec Madame Cresson? Tu lui fais des problèmes? Je dis absolument pas, je fais mon travail. Madame Cresson, qui n'a pas pour l'instant souhaité répondre à nos questions, n'est pas la seule impliquée dans les affaires. Pour avoir trop longtemps manqué de transparence, c'est toute la commission qui demain pourrait en payer le prix fort. En Allemagne, Oskar Lafontaine, qui a démissionné de toutes ses fonctions politiques, commence à s'expliquer. Aujourd'hui, il justifie sa démission en considérant que l'esprit d'équipe n'existait pas au sein du gouvernement Schröder. C'est un mauvais jeu collectif, dit-il. Et il a ajouté, le cœur ne se traite pas à la bourse, il bat à gauche. Formule en guise d'avertissement à son parti. Après l'attentat à Istanbul qui a fait hier 13 victimes dans un centre commercial, le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, dément toute implication. Il s'agit du troisième attentat de ce type depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan. Et puis on vient d'apprendre qu'une bombe à Istanbul a fait 2 blessés en fin d'après-midi. Une autre bombe a été désamorcée. La Croatie renoue avec son passé. Le régime Ustashi pro-nazi sera jugé demain à travers la comparution de Dinko Sakic, commandant d'un camp de concentration sur le territoire même de la Croatie. Il comparaît pour crime contre l'humanité et dit n'avoir aucun regret. François Cornet. Dès 1941, les trains de la mort déversaient à Jasenovac, à 120 km au sud-ouest de Zagreb, à la frontière bosniaque, les contingents de déportés serbes, juifs, tziganes et croates antifascistes. Le fringant commandant du camp, Dinko Sakic, était alors âgé de 21 ans. Surnommé l'Auschwitz croate, l'histoire de ce camp de concentration suit celle de la proclamation le 10 avril 1941 de l'État Ustashi allié du Troisième Reich. Un État fantoche que son dirigeant, Ante Pavelic, voulait ethniquement pur. En 1942, lorsqu'Hitler ordonnera la solution finale, Sakic exécutera à la lettre les ordres du Führer. 500 000 déportés, selon le bilan du centre Simon Wiesenthal de Jérusalem, seront exécutés à Jasenovac. Depuis la fin de la guerre, Sakic et sa femme Nada vivaient paisiblement en Argentine, dans cette maison discrète sur les rives de l'Atlantique. Recherché pour crimes contre l'humanité et rattrapé un demi-siècle après l'Holocauste, l'ancien bourreau croate déclarera en 1994 que sous son commandement personne ne pouvait toucher aux prisonniers, mais qu'il était cependant fier de son passé et que si on lui offrait aujourd'hui la même responsabilité, il l'accepterait. Les autorités de Zagreb, qui s'estiment toujours injustement identifiées au régime Ustashi, n'ont demandé que l'an dernier l'extradition de Sakic d'Argentine, et seulement après de fortes pressions internationales. Jusqu'à présent, la Croatie s'est toujours efforcée d'occulter les crimes commis à Jasenovac. Aujourd'hui, elle juge Sakic, un message peut-être contre l'émergence de groupuscules néo-nazis dans le pays. À Marseille, spectaculaire opération de police et des douanes au marché aux puces, une façon de rassurer les riverains, mais surtout de dissuader les trafics en tout genre. Tout près de Paris, vous le savez, le marché aux puces existe, c'est le plus important d'Europe. Depuis quelques mois, il est investi par une brigade spéciale anticriminalité, comme le montre ce reportage de Pascal Doucet-Bon et Pascal Caron. Tous les week-ends, c'est la même chose. Les policiers sont arrivés en nombre, les vendeurs à la sauvette se dispersent en quelques minutes. Ils quittent la zone la plus triste du marché aux puces de Saint-Ouen,
loin des boutiques proprettes des antiquaires. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de la poubelle, ça vient. Les commerçants du marché pestent régulièrement contre la concurrence illégale de ces chiffonniers qui s'installent en pleine rue. Alors les policiers doivent les disperser, même s'il s'agit plus ici de misère que de délinquance. Ce sont des gens qui de toute façon vendent pour acheter à manger, pour subvenir à leurs besoins. Bon, il est évident que ce sont des gens qui sont poussés par l'événement pour le faire, ça c'est tout à fait clair. C'est la partie visible du travail de police aux puces. Pour le reste, il a fallu s'adapter. S'adapter aux 6 millions de visiteurs annuels venus de Paris, des États-Unis ou du Japon. Chiffre d'affaires, 4 milliards de francs par an. Estimation du commerce légal, bien sûr, mais aussi des trafics et des recels. 10h30, le début de la période d'affluence sous le boulevard périphérique. L'endroit est surnommé le marché aux voleurs. Les deux hommes en blouson sont des policiers de la brigade anticriminalité des puces. Ils se font passer pour des acheteurs. Combien de francs celui-là? Quand tu prends les deux, combien tu fais? L'homme vend des montres. La négociation dure quelques minutes. Ouais mon grand, tu ranges tout, tu viens avec nous. Au lieu de tendre des billets aux vendeurs, les policiers ont montré leur carte bleu-blanc-rouge. Une pièce d'identité sur toi? Bah tiens, sors-moi là, vite fait. Pas question de crier ou de passer des menottes aux suspects. La scène pourrait facilement tourner à l'émeute. Ouvre-le. Nous, notre boulot, c'est d'intervenir sur le flagrant délit, c'est-à-dire le saut dessus. Et là, suivant toutes les personnes qui se trouvent autour, pour un petit saut dessus, on mettrait trop notre sécurité en danger, dans le sens où, étant donné qu'on peut accéder uniquement à pied, le renfort est assez long. De nombreux hommes mobilisés, beaucoup de risques pour une prise somme toute modeste, mais il y a des jours plus fastes. Et surtout, ce n'est qu'un début. Cette fin de semaine se déroulait à Pau la 7e journée nationale de la trisomie 21. Face à ce handicap qui touche en France une naissance sur 600, l'espoir des familles est d'arriver à donner une certaine autonomie à ces enfants. David Bazier, Éric Perrin, Frédéric Grinchec. Je suis née comme ça, prenez-le, comme ça. Vous ne pouvez rien changer. Alors, ça serait mieux d'en rire. Mère Noël. Et moi, quoi ça? Ils sont poètes ou acteurs, pourtant il y a 20 ans, la trisomie 21 avait une définition sans appel. Handicap génétique, enfant inéducable. Lui, c'est Pascal Duquesne, l'acteur du film Le 8e jour, une palme d'or à Cannes. Il joue dans cette compagnie de Bruxelles qui montre sur les planches qu'un acteur trisomique développe ses propres émotions, son propre répertoire. En théâtre, c'est mon rêve. En théâtre, je joue de mon rôle. C'est beaucoup de travail. Lui n'est pas connu, pas médiatique. C'est Pierre. Il vit presque autonome dans un foyer de jeunes travailleurs. Profession, être cuisinier. Loisir, jouer du djembé dans des fêtes de village. Des fois, il y a des gens qui m'appellent pour le djembé. Alors, j'arrive dans une ferme. Il y a un gars qui me connaît très bien. Alors, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Alors, viens, j'ai besoin de toi pour animer, pour faire danser des gens. Pour vivre comme les autres, il a fallu côtoyer les autres. Ce collège ordinaire de Bordeaux accueille une classe spécialisée. Ils ont entre 12 et 16 ans, le niveau est celui du primaire. 1, ici ça va être quoi? 2, 3, 4. Il y a très peu de retours de ce qu'ils font. Ça arrive des fois 3 mois après. Le travail qu'on a fait sur l'Égypte, j'ai l'impression de travailler dans le vide. Et 3 mois après, il y a une élève qui arrive avec un livre, elle dit « Oh, ben regarde, on parle de sarcophage, il y a des choses qui sont rentrées. » À la sortie, certains sauront écrire, compter, prendre le bus et pourquoi pas un jour travailler. Seulement 350 enfants sont ainsi scolarisés. Beaucoup n'ont pas les capacités d'être acteurs ou poètes, mais tous ont ce désir de vivre au maximum parmi nous.
Près d'Albertville, cette compétition hors du commun qui met au prix 140 équipes pour ce sport d'endurance baptisé ski-alpinisme. Vous l'avez compris, les participants mélangent ascension et descente en ski. Didier Guyot, Thierry Simonet ont suivi la Pierramonta. On prend un sucre quand même. Une cuillère. Du café offert au bas des pistes à 5 h du matin, la situation a de quoi surprendre. Et pourtant, ils sont des centaines, skieurs ou randonneurs, à s'élancer de nuit à l'assaut du grand monde. C'est super, c'est l'ambiance, c'est bien. La montagne. Pour rien au monde, les amateurs de ski alpinisme ne manqueraient ce rendez-vous. En ski, en raquette ou en peau de phoque, les voici partis pour 2 à 3 heures de marche. Débutant, champion, il y a toutes les gammes en raquette, à ski, à pied, toutes les couches sociales, plaisir de la montagne. Et au sommet, pour voir passer les champions, ils seront 3 à 4000. Nous sommes à 2686 mètres et l'ambiance ici est semblable à une étape du Tour de France. Il faut dire qu'il y a de quoi être admiratif au passage des coureurs. En 4 jours, ils vont gravir 15 sommets et parcourir 10 000 mètres de dénivelé. Alors 3 heures d'ascension au petit matin, c'est rien à côté de leurs exploits. Vous avez l'impression d'être un grand sportif alors? Non, du tout pas. Non, on est monté pour leur faire du bruit, ils en voulaient. Ils en ont, ils vont en avoir. On a eu du mal à monter jusqu'à là, alors quand on voit même le dernier, là, c'est fantastique, quoi. Mais quand les champions montent, descendent, marchent, skient et se fatiguent, bon nombre de supporters, eux, se laissent aller à quelques moments de répit. Ah ouais, ouais. Oh, super bon. QV 96. Là, pour vous donner des forces? C'est pour récupérer, c'est un fait, oui. On a beaucoup souffert. Il y a une ambiance que vous trouvez pas en bas, et puis il y a le truc de la montagne, c'est que tout le monde, personne ne se connaît, puis tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. C'est tout, c'est un tout. Les 139 équipes qui participent à la Pierramonta, elles, n'auront pas eu droit au rire, au vin et à la nourriture. Pour elles, l'ambiance n'est pas vraiment la même. Mais il n'empêche, tous les coureurs l'affirment, un tel soutien populaire leur donne parfois des ailes. Football, on sait désormais qu'il n'y aura qu'un seul club de première division en quart de finale de la Coupe de France, Nantes, seul qualifié, alors que la deuxième division comptera rien moins que 5 clubs. Florent Gautreau. Ce soir, les Nantais ont tout gagné. Le concours de perruques organisé dans les tribunes, très drôle, et surtout le match, ce qui n'a pas fait rire l'entraîneur messin. À la demi-heure de jeu, Monterrubio profite d'une mauvaise sortie de Letizy pour inscrire le premier but des Canaries. Les contours d'une victoire facile se précisent un peu plus après la mi-temps. Monterrubio encore lui centre pour Savino qui marque, 2-0 pour Nantes. À 20 minutes de la fin, Mérieux trouve la faille sur coup franc. Le sursaut messin est superbe mais inutile. Metz doit s'incliner à domicile, d'autant que Nantes ajoute un 3e but par Touré dans les arrêts de jeu. Les Nantais sont donc les seuls rescapés. Tous les autres clubs de D1 ont coulé. Pas de surprise à Clermont où la petite équipe de Saint-Georges-les-Ancises a été battue par Nîmes, club de 2e division. Le premier but est marqué par Sacco. Et en fin de match, Darmon ajoutera un 2e but sur pénalty. Les métallos de Saint-Georges y croyaient dur comme fer, ça n'a pas suffi. Il y aura 5 formations de 2e division en quart de finale. La voie semble libre désormais pour Nantes, dernier club de l'élite. Mais attention, Rouen est un petit poussé, ambitieux. À présent, cette initiative du Stade Toulousain qui a décidé de faire participer dans les tribunes des non-voyants à un match de rugby avec un objectif, faire découvrir à ces aveugles le sens, le goût, la chaleur du rugby. Christophe Larocca, Gilbert Rusan. Inviter des aveugles à venir voir le match, cela ressemblait à une blague. Et visiblement, certaines avaient eu du mal à y croire. Pourtant, au stadium de Toulouse, ils étaient une soixantaine, aveugles, malvoyants et accompagnants à ne pas y avoir vu malice. Car les rugbymen du Stade Toulousain s'étaient pliés en 4 pour les accueillir. Circuit radio interne spécialement pour leurs hôtes, pour leur faire partager l'ambiance et la chaleur du rugby. Toulouse de la prise, la développe, dans le stade, ça pose, elle est plaquée. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Bien sûr, rien ne vaut le commentaire d'un copain, car le rugby c'est comme un bon verre de vin, sans amitié, ça ne vaut rien.
Mon ami me commente tout ce qui se passe sur le stade et le commentaire qu'il y a aux oreillettes nous explique un peu les techniques du match. C'est vrai qu'il y a des moments quand on veut leur commenter quelque chose sur une action, on est pris par l'action, on se bloque, mais ça fait rien quand même, on est là, on les bouscule et ils le sentent quoi, ils y sont un petit peu dans l'action aussi. Pour une remise en jeu, pour les aveugles et les malvoyants, c'était Éric Bonneval, un ancien international qui répondait à Jean-Louis, un malvoyant lui aussi. Une manière pour le stadiste de faire déborder l'esprit de solidarité du rugby. Sur le terrain, si on n'est pas 15 copains ensemble, on a du mal à aller loin. Et puis on essaye de le faire déborder ailleurs, malgré le professionnalisme. Il reste quand même un côté, il n'y a pas encore que du fric dans le rugby, il y a autre chose. Et je pense que tout le monde veut que ça reste comme ça. La seule chose qui manquait, c'était la troisième mi-temps, peut-être pour le prochain match contre Agen. Les derniers défilés du prêt-à-porter avec de nouveaux créateurs, le talent de styliste hollandais pour Guy Laroche, canadien chez Nina Ricci pour un souffle nouveau, Nicole Cornu-Langlois et Gilles Jacquier. Il s'appelle Ronald van der Kemp, il a 33 ans, il vient de la célèbre Académie Art et Design d'Amsterdam. On s'attend à une révolution de l'honorable maison Guy Laroche. Et puis non, peut-être impressionné par sa lourde charge de directeur de la création, il ne bouscule rien, mais il charme. Envie de conserver d'anciennes clientes et d'apprivoiser des réticentes. J'ai beaucoup de respect pour la tradition française en général. J'ai beaucoup d'énergie, mais je veux l'utiliser pour travailler avec cette tradition, parce que c'est ça qui est intéressant maintenant, je pense. Je ne vais pas venir ici tout casser. C'est pas le théâtre, c'est la mode, hein. Ça c'est autre chose pour moi. Des harmonies de couleurs douces, des manteaux classiques sur robe fluide, une collection suffisamment sophistiquée pour remplacer la haute couture disparue. Ronald a bien rempli sa mission. Chez Nina Ricci, une Canadienne dynamique, Nathalie Gervais. Elle vient repenser, redessiner, retoucher l'image d'une maison en crise qui n'a pas défilé depuis 3 saisons. Ce qui est extraordinaire dans Nina Ricci, c'est que c'est une maison qui est véritablement parisienne et très féminine. Alors, bon, cette féminité, je pense qu'au lieu de la faire un peu froucrouteuse ou très douce comme elle a été exploitée précédemment, là c'est une femme qui a de l'assurance, c'est une femme qui est bien, qui s'assume complètement, qui a envie de bouger et qui en même temps est complètement féminine, qui est resplendissante dans sa féminité, dans ce qu'elle est. Un renouveau, un graphisme pur, fini les repères maison, cape, pouf, boule et manche-ballon d'antan. Ces femmes-là entreront légères, libres et déterminées dans l'hiver en 2000. La gratuité des musées en France pour ce dimanche, une affluence record pour cette opération qui offrait au public sans bourse déliée les chefs-d'œuvre de 700 établissements, file d'attente à Paris bien sûr, mais surtout en province. Les musées ont compté 10 à 20 fois plus d'entrées qu'un dimanche normal. C'était le cas à Nancy avec le musée des Beaux-Arts entièrement rénové et qui, depuis sa réouverture, ne désemplit pas. Daniel Wolfram, Nathalie Gallet. Une journée porte ouverte permet d'accueillir beaucoup de monde. Un public qui, par exemple, n'a pas d'affinité particulière pour la peinture du XVIIIe siècle ou l'épopée militaire de l'armée française. Et ils ont tué tous les hommes qui voulaient attaquer la ville. Tous les hommes qui voulaient attaquer la ville. Dès ce matin, le nouveau musée des Beaux-Arts de Nancy s'est donc préparé à l'afflux des visiteurs. Des entrées gratuites pour des collections présentées depuis un mois dans des bâtiments complètement rénovés. Un succès garanti. Il y a tous ceux qui viennent parce que l'art n'a pas de secret pour eux, mais il y a aussi les néophytes. Excusez-moi, est-ce que c'est la première fois que vous venez au musée, monsieur? Oui, c'est la première fois. Et pourquoi vous ne venez pas souvent au musée? C'est à cause des tarifs, hein, souvent. Hein. C'est à cause des tarifs. C'est pour ça que je profite aujourd'hui que c'est vraiment pas cher. Ce pourquoi ils sont venus est ce qui fait la fierté des habitants de Nancy, le clou du musée. Ces collections exceptionnelles de verrerie art déco ou art nouveau réalisées par la manufacture locale Dôme. Mais d'autres sont venus de plus loin, à l'image de cet étudiant de Montpellier. Je fais beaucoup de football, moi, je ne sais pas du tout le même domaine. Ça m'occupe mes dimanches, essentiellement. C'est vrai que j'ai moins le temps, après, bon, puis la semaine on travaille, on n'a pas le temps d'aller au musée. Mais en vacances, beaucoup plus.
Les journées gratuites de promotion ne suffisent pas pourtant. Il faut rendre accessibles les œuvres d'art. Le public y est de plus en plus sensible. Moi, ce que j'ai apprécié dans celui-ci, c'est les couleurs qu'ils ont su associer avec les murs et puis pour faire ressortir les tableaux. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression de venir chez un antiquaire, quoi, où c'est vraiment... c'est pas assez mis en valeur, peut-être. Au musée des Beaux-Arts de Nancy, chaque période a sa couleur. Le bleu pour la Renaissance, le jaune pour le XVIIIe siècle, le vert pour le XVIIe. Ce sont des repères, ils rendent les artistes plus proches, au cœur des hommes. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Première estimation des élections en Corse, près de 60% de participation. La droite arrivera en tête, suivie de la gauche plurielle. Les nationalistes enregistrent une belle avancée. Ouverture demain de la deuxième phase des négociations pour la paix au Kosovo. Le chef de la délégation serbe réaffirme que Belgrade s'oppose toujours à l'envoi de troupes de l'OTAN. Hubert Védrine se dit pessimiste. Dans un instant, la météo avec Nathalie Rouet, 20h55, piège à grande vitesse, le film du dimanche soir. Aux alentours de minuit, le dernier journal de Laurence Ostolazza qui reçoit ce soir Marie-Josée Nat, suivi de Musique au cœur d'Ève Ruggieri qui consacre son émission à un hommage à Yehudi Menuhin. Demain, dans les 4 vérités à 7h50, Françoise Laborde recevra Philippe Douste-Blazy. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.